Bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà nombreux connectés. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'EduLab TV. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des capsules vidéo à destination de vos élèves ou pour d'autres situations. Alors, on va voir un petit peu dans le chat ce qui se passe. Donc, vous êtes nombreux à nous faire des coucous. Je vois que vous êtes en forme. Ça va être génial. Je vais appeler Laurent sur scène, qui sera notre expert vidéo pour... Bonjour. Ok, je suis vraiment content de savoir que tout le monde est super motivé pour ce webinaire, que vous avez répondu en forme, même si c'est le matin. On n'a pas vraiment le soleil avec nous directement à l'intérieur, mais on aura plein de bonne humeur à transmettre et plein d'outils, soyez-en sûrs. Merci à vous. Alors, Laurent, je regarde un petit peu le sondage. Donc, la plupart des gens, à 52%, n'ont jamais tourné une vidéo. Ouais, ok. Alors, certains l'ont fait, 20% l'ont fait avec des élèves et 22% l'ont fait pour un usage personnel, mais effectivement, on ne vous demandera pas dans le chat quel usage personnel. Et puis, 7 personnes nous ont dit qu'ils l'ont déjà fait, mais que c'était une catastrophe. Ok. Et enfin, 3 personnes l'ont déjà fait, mais dans des situations qu'on ne mentionnera pas en direct. Ok, je vais déjà rassurer tout le monde en fait, parce que quel que soit le niveau que vous avez déjà à la base, avant de commencer ce webinaire concernant la formation de vidéo, on va vraiment essayer de parler simplicité, de donner des outils qui sont accessibles à tous, et vous allez voir que quelle que soit la situation dans laquelle vous voulez l'utiliser, que ce soit pour un usage personnel, avec vos élèves ou sans élèves, juste pour leur expliquer, ou même dans des situations dont on ne veut pas ici savoir vraiment l'objectif, vous allez voir que vous allez tous pouvoir vous y retrouver, j'espère. Génial. Donc, on va vous lancer la petite vidéo exemple. C'est ça, Laurent? Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, sachez que ce qu'on va vous passer là maintenant, je suis sûr et certain qu'à la fin du webinaire, vous serez tous capables de le faire avec l'outil que je vais vous proposer. Donc vraiment, restez à l'écoute jusqu'à la fin, car cet outil, on l'abordera dans les dias bien après, mais restez à l'écoute vraiment ici pour pouvoir le faire. Donc, on va lancer la petite vidéo sur Powtoon. Bon, la petite vidéo d'exemple, vraiment pour en même temps dire, n'hésitez pas à liker notre page YouTube pour avoir accès au contenu, c'est aussi l'occasion de faire un petit peu de publicité, mais aussi pour vous montrer un exemple de vidéo faite très simplement avec un outil qui est disponible en ligne et qui ne nécessite pas de grandes compétences en montage, et c'est vraiment ce qu'on va essayer de viser tout au long de ce webinaire. Alors, elle a été faite avec Powtoon. Si vous désirez avoir le lien, ne vous tracassez pas. À la fin du webinaire, vous aurez tous les URL qui sont disponibles et on vous les renverra également sur le site en ligne. Donc, ne vous tracassez pas. Si dans le chat, à un moment, vous avez des questions par rapport aux outils, vous aurez bien tous les liens qui seront accessibles. Alors, créer avec simplicité des capsules vidéo pédagogiques. Je tiens aussi à le préciser pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis toujours enseignant à l'Athénée Royal Air Pur de Serein, pour ne pas la citer, à temps plein, et en même temps, je suis formateur à l'EduLab. Et si je suis avec vous en fait pour ce webinaire, c'est parce que j'adore particulièrement vidéo avec ou sans élèves. Vous allez voir que je suis bien forgé mon expérience pour pouvoir vous donner tous les trucs et astuces possibles. Je suis quelqu'un de très terre à terre aussi, donc ça veut dire que je ne vais pas vous embarquer dans des choses qui sont irréalisables, impossibles à faire, mais je vais essayer vraiment de ponctuer mes explications de petites anecdotes, de petits conseils qui vont pouvoir faire la différence. Alors, au niveau du contenu du webinaire, on va d'abord commencer par clarifier ses besoins et ses objectifs. On ne peut pas commencer à parler d'un outil, on ne peut pas commencer à parler en fait de la réalisation de vidéo si on ne se pose pas d'abord la question de pourquoi et du contexte dans lequel on va le faire. Donc vraiment, ça va nous permettre de bien pouvoir se lancer dans la construction de nos capsules vidéo. Alors ensuite, on va également citer certains exemples, les exemples qui vont pouvoir aussi vous montrer ce que d'autres enseignants ici en Belgique, tout près de chez nous, réussissent à faire avec ou sans élèves. Car moi, je peux vous donner ici tous
les projets que je fais, mais j'aime bien aussi mettre en lumière certains autres enseignants qui le font très bien. Alors, préparer la réalisation d'une capsule vidéo, parce qu'avant d'être dans le tournage proprement parlé, il faut se faciliter la vie pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus simple et le plus intuitif possible. Donc là, à ce niveau-là, il y aura à la fois des outils, mais également des conseils plus d'ordre pratique. Ensuite, on abordera les logiciels à utiliser. Et ça, je sais bien que ce sera une partie qui est très importante pour vous. Vous êtes avide d'outils. Et dans tous ces outils, on essaiera de faire le tri, car pour le moment, il y a une myrielle d'outils à disposition qui sont diffusés sur les réseaux. On va essayer un petit peu de se concentrer encore par rapport à ses propres objectifs. Alors ensuite, on abordera comment améliorer la qualité de ces vidéos. Ça, c'est vraiment ici le petit bonus qui nous permettra d'augmenter vraiment la qualité de nos supports avec des outils qui sont en ligne et gratuits. Et enfin, on finira par comment mettre une vidéo en ligne pour la rendre accessible pour nos élèves. Alors, je sais bien qu'il y aurait eu encore d'autres sujets à aborder, mais on essaie vraiment d'être condensé pour que vous puissiez sortir de ce webinaire vraiment avec des choses concrètes à appliquer. Alors, on va d'abord commencer avec cette belle dia qui, pour moi, résume parfaitement comment est-ce qu'il faut se lancer. Tout d'abord, on va débuter notre réalisation de capsule vidéo par une réflexion. On ne peut pas, en fait, commencer à créer sans se poser 2 secondes et se demander quelles compétences est-ce que je veux viser chez les élèves, avec quels objectifs dans mon activité pédagogique. Je dois aussi me demander quelles sont mes propres compétences qui vont me permettre de choisir un support plutôt qu'un autre, combien de temps j'ai à ma disposition. Alors pour le moment, on sait bien qu'on a un peu plus de temps, ce n'est pas toujours le cas quand on est pris en plein rush de nos cours. Et enfin, quel matériel est-ce que j'ai directement à ma disposition facilement pour pouvoir réaliser ma capsule vidéo. Et tous ces éléments mêlés dans une réflexion vont me mener vraiment vers l'action, vers la création de ma capsule. Mais si je ne tiens pas en compte un de ces éléments, eh bien, je vais sûrement faire fausse route, je vais sûrement m'arracher les cheveux, je vais sûrement avoir un résultat qui est très frustrant et on va essayer d'éviter ça pour aborder les choses vraiment en toute simplicité. Mais vraiment, première chose, réfléchir à tous ces différents éléments. Et on y reviendra tout au long du webinaire, ne vous tracassez pas, parce que vous allez voir que c'est vraiment le point de départ, c'est identifier ses besoins, identifier ses objectifs pour après se diriger vers un outil ou une pratique. Alors, ensuite, avec ces différentes actions, on va également pouvoir avoir les différents objectifs de notre vidéo. Et là, je fais référence à une typologie qui a été faite par un de nos collègue assez proche, Christophe Laduron, je sais bien qu'il nous écoute d'une oreille, il m'avait dit qu'il écouterait, même s'il a beaucoup de travail pour le moment, et un de ses collègues que je ne connais pas, mais eux, ils ont mis en place en fait une typologie pour essayer de comprendre la vidéo, mais pourquoi faire? Ouais, c'est bien beau de faire un contenu vidéo, mais qu'est-ce qu'on vise vraiment avec la création de cette vidéo? Alors, je vais vous les expliquer de manière très sommaire, hein, mais sachez que ça peut être aussi un bon point de départ pour comprendre ce que l'on peut faire avec notre contenu qu'on va créer. Alors d'abord, il y a la vidéo comme objet de compréhension. On va l'utiliser pour faire comprendre un concept, pour faire comprendre une matière aux élèves, qui va permettre ici d'être un support supplémentaire dans leur compréhension. Ensuite, on a la vidéo comme objet de mémorisation. Par répétition successive, l'élève va pouvoir intégrer et mémoriser un savoir, voire une compétence, si c'est bien tourné, que l'on essaye de lui faire acquérir. Ensuite, on a vraiment ici la vidéo comme objet de mise en action. On veut que l'élève soit actif, on veut le mettre dans une démarche qui ne soit pas passive. Et donc là, ça lui permet vraiment de mobiliser tout ce qu'il a vu pour pouvoir aller dans une action. Alors ensuite, on a la vidéo comme objet d'analyse. On donne un concept, un fait. L'élève doit l'analyser en vue d'extraire certaines informations. Alors la vidéo comme objet de positionnement. Alors là, il y a 2 sous-catégories, sachez-le. Donc positionnement qui va plutôt se baser, pour faire simple, sur des opinions, qui va être par rapport à des critères personnels, et le positionnement par rapport à des critères qui ont été récoltés de manière précise. Donc là, ça va plutôt être un jugement précis. Et enfin, et vraiment c'est ce que je vous conseille, c'est toujours viser la création, donc la vidéo comme objet de création, où les élèves vont pouvoir exercer leur créativité. Et je pense que c'est quelque chose à la fois de très plaisant, mais d'ultra important dans notre société. Il faut donner en fait la possibilité aux élèves de s'exprimer, et la vidéo est un parfait moyen. Alors, on reviendra à ces différents types de vidéos par la suite, car je vous montrerai un exemple de ce que j'ai pu faire, et vous allez devoir deviner quel est le type de vidéo, en tout cas l'objectif de cette vidéo.
Et merci d'ailleurs à Christophe pour cette belle typologie qui nous permet de voir un petit peu plus clair dans la réalisation de nos capsules vidéo. Alors, ensuite, on va commencer par le choix du matériel. Alors, c'est un beau résumé. Smartphone, tablette, ordinateur. On a différents supports en fait qui s'offrent à nous afin de pouvoir mener et de pouvoir créer notre capsule vidéo. Et ça va être important, encore une fois, comme je vous l'ai dit au départ, de se fixer sur ses besoins, ses objectifs. Alors, cette DIA n'est pas exhaustive. Donc, j'ai mis, moi, des critères que je pense pertinents, en sachant bien que selon le smartphone, selon la tablette et selon l'ordinateur, on peut avoir des résultats très différents selon la performance. Mais là, vraiment, les critères que je vous ai montrés sur la gauche de cette DIA, c'est vraiment pour rester très général, c'est ce que j'ai pu observer tout au long de mes pratiques. Sachez que si vous voulez construire des capsules vidéo avec élèves ou sans élèves, vous tout seul, le smartphone sera un moyen qui est à la fois rapide, qui est à la fois mobile, et on est presque sûr ici que beaucoup en fait, d'entre vous possèdent un smartphone qui ont les capacités de pouvoir le faire. Donc je crois que c'est vraiment ses avantages, c'est la mobilité, c'est la possibilité de pouvoir le faire à n'importe quel endroit, parce que je me vois mal sortir avec mon ordinateur dehors et faire un montage en plein air. Tandis qu'avec un smartphone, déjà, c'est déjà un peu plus possible, surtout si je prends les images directement avec l'appareil photo qui est intégré. Alors ensuite, j'ai la tablette. Alors la tablette, de la même sorte ici que le smartphone, on sait bien que c'est quelque chose qui est rapide, on sait bien que c'est quelque chose également qui est mobile, je peux la transporter facilement. Mais là, on a un avantage supplémentaire, selon moi, pour la création de capsules vidéo, c'est la visibilité de l'écran. Et ça, je le dis souvent en fait aux apprenants qui viennent à l'EduLab pour se faire former sur la réalisation de capsules vidéo. On pourrait très bien faire le même travail en fait sur smartphone. Sauf que la visibilité va nous faire mal aux yeux, c'est peut-être pas top si on veut faire un travail plus de longue durée. Donc si on doit privilégier l'un des deux, ben, je me dirigerai déjà plus vers la tablette. En sachant que les applications, la plupart du temps, sont assez semblables sur les deux, voire même quasiment identiques. Alors, troisième possibilité, ce sera l'ordinateur. Alors là, l'ordinateur, on aura l'avantage de pouvoir avoir une performance supplémentaire, mais à condition que vous possédiez un support qui tient la route. Et c'est là aussi que je tiens en fait à vous avertir si jamais vous voulez vous lancer dans la création de capsules vidéo. Vraiment, votre ordinateur va être un facteur décisif si vous avez uniquement ce support. Pourquoi? Parce que sur certains ordinateurs, ça va très bien aller, il sera mis à jour, il sera en tout cas en dernier cri, et il va très bien suivre le montage vidéo, tandis que d'autres vont vraiment peiner. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, le montage vidéo, c'est pas du tout fait pour moi, mon ordinateur, il en veut pas. Et vous allez être frustré et vous allez plus jamais en faire. Avec les premiers ordinateurs que j'ai eus, je sais bien que ça aurait été totalement impossible. Là maintenant, c'est plus accessible parce que j'ai en fait un support qui est adapté. Mais très honnêtement, si vous devez viser une cohérence, en tout cas dans le fait que ça puisse marcher, sur tablette et sur smartphone, vous avez vraiment une uniformité dans le montage et dans la capacité de montage qui vont vous permettre, selon moi, d'avoir plus facile si vous voulez la prendre en main pour la première fois. L'ordinateur, ça sera vraiment au cas par cas et selon ce que vous avez à votre disposition. Mais encore une fois, je tiens vraiment à repréciser, partez de vos besoins et de vos objectifs. Si vous devez faire quelque chose avec vos élèves et que vous avez envie que tout le monde ait le support à disposition, on va plutôt se diriger vers un smartphone. Si vous avez un projet école numérique et que vous avez demandé des tablettes, il est évident qu'on va se diriger en priorité vers des tablettes. Si par contre c'est pour vous et que vous avez un ordinateur qui suit, vous allez vous diriger vers votre ordinateur. Donc il faudra bien évaluer tous ces paramètres-là pour décider. Alors, du matériel simple à avoir. Et ça, vous allez voir que c'est le premier tuyau pour pouvoir réaliser des capsules vidéo pédagogiques simples, avec 3 fois rien. La première, et vous le voyez même sur ce webinaire, j'ai des écouteurs. Et sur ces écouteurs, il y a un petit micro qui est presque tout le temps prévu avec vos écouteurs de smartphone. Et vous allez voir que déjà ça change la vie. Si je n'avais pas en fait ce micro, on entendrait vraiment un bruit de résonance et le son serait d'une qualité qui est assez médiocre. Donc vraiment, si vous pouvez vous arranger pour avoir des écouteurs avec un micro, voire même un petit micro-cravate que vous prenez sur des achats pour 2 fois rien, vraiment, ça va changer votre vidéo. Alors ensuite, on a également des trépieds. Les trépieds existent pour les supports mobiles et ça va vous permettre d'avoir une image qui est bien stable. Alors, c'est
et ça fait partie des principaux conseils pour avoir un contenu de qualité. C'est un son qui est parfaitement audible, une image stable. Parce que ce qui est le plus important ici, c'est que le message passe bien. Si vous avez envie de vous faire comprendre distinctement pour vos élèves, il faut que vous ayez un son et une image qui soient d'une qualité assez bonne. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Alors, ensuite, je vous conseille également de vous poser la question si par rapport à votre objectif de création, le montage vidéo est toujours quelque chose de nécessaire. C'est bien que ça va vous prendre du temps. Vous avez sûrement tous des impératifs familiaux, créer un cours, vous avez aussi vos activités de loisirs. Donc, si vous ne voulez pas non plus, même si le webinaire vise une formation rapide, passer du temps inutile, il est peut-être intéressant de vous poser la question, est-ce que enregistrer mon écran, simplement, avec une voix off, me suffit. Alors là, je vous fournis deux outils qui, selon moi, font vraiment le travail. Le premier, et je vais essayer de le faire tout au long de la formation, hein, une comparaison entre les deux principaux supports pour ne laisser personne de côté. Donc, le premier sur Windows, Screencast-O-Matic, qui est un programme qu'on peut télécharger gratuitement et qui nous permet d'enregistrer son écran soit en totalité, soit en partie, avec aussi un support sonore. Et vous devez juste simplement le télécharger sur le site qui vous est indiqué juste ici. Alors ensuite, nous avons également sur Apple une application de base qui nous permet d'enregistrer l'écran. Vraiment, si vous êtes sur Apple, je vous conseille de ne pas télécharger de programme alternatif pour la simple et bonne raison que l'application que vous avez déjà là fait parfaitement le travail et vous pourrez sélectionner les zones de votre écran à enregistrer. Vraiment, les captures d'écran vidéo, c'est quelque chose que vous devez bien retenir parce que pour les outils qu'on va aborder après dans la suite du webinaire, elles pourront très certainement vous être utiles pour faire le bricoleur. Et ça, j'y reviendrai par la suite. Alors, c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire ici que si le montage vidéo n'est pas toujours indispensable, je vous conseille, si vous utilisez PowerPoint, de prendre en compte la fonctionnalité enregistrer le diaporama. Ça pourrait déjà vous permettre de faire une présentation qui sera sous la forme d'une vidéo à l'aide de slides que vous aurez au préalable bien créés. Et là, vous aurez le montage vidéo qui sera évité tout en présentant les intitulés de votre cours. Autre petit tuyau qui est rapide. Alors, et là, je pense ici qu'on va passer un petit moment d'échange pour les questions, si vous en avez déjà à cette moitié. J'espère que je suis déjà clair hein, pour ce que je vous explique au début. Pauline, t'en penses quoi? Ça va pour le moment? Ouais. Oh, c'est parfait. Tu passes Parfait. tellement bien Génial. à la caméra, je trouve que je suis Sur sous ce le charme. profil, sur celui-là, c'est ça? Alors effectivement, il y a déjà quelques questions. Ouais. Notamment sur Screencast. Donc, on demande si c'est plutôt sur Android aussi ou c'est que sur PC. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors, moi, je l'ai testé sur PC parce que j'ai un PC fixe qui est Windows, j'ai mon ordinateur portable qui est Apple. Je vous avoue que je n'ai pas essayé en fait sur Android, mais je peux vous dire que sur PC fixe Windows, il fonctionne assez bien et ça mérite en fait un éclaircissement de ma part. Alors sur Android, il faudra que je creuse la question pour être sûr et certain de ne pas dire de bêtises à ce niveau-là. Alors, je m'engage à regarder, on diffusera l'information. Alors, Nathalie demandait si c'était une application sur Apple, mais je pense que c'est donc l'outil que tu utilises pour la capture d'écran. Ouais, ouais. C'est un outil. Alors, en fait, moi, comme je le dis, hein, quand je suis sur ordinateur portable, je suis sur mon PC Apple et j'enregistre, en fait, j'utilise la capture d'écran. Alors, si elle est sur Apple, elle peut aller dans ses applications et elle va trouver facilement. Je peux peut-être le montrer en fait en faisant un partage d'écran hein, si, Ah ben si vas-y. vous voulez. Alors, activer le partage d'écran. Voilà. Hop. Alors, moi, quand je suis dans mes applications, je vais en fait dans Autres, juste ici. Et dans Autres, vous avez capture d'écran. Et quand vous allez lancer la capture d'écran, vous allez pouvoir enregistrer soit des captures d'écran traditionnelles, mais également des captures d'écran vidéo, ce qui va vous permettre de vraiment pouvoir avoir
un support qui sera vraiment, qui concernera ici votre écran. Si jamais par contre vous êtes sur Windows, alors là ici vous devrez télécharger Screenocast. Si vous êtes sur smartphone, je sais vous expliquer aussi comment le faire sur Apple. Vous avez une petite fonctionnalité enregistrer l'écran que vous pouvez activer depuis vos paramètres et ça peut également faire office d'outil facile à utiliser. Alors sur Android, moi je suis sur Android et on sait aussi facilement, donc nativement enregistrer l'écran et en même temps on peut enregistrer le son et c'est une petite option à activer. Ah bah écoutez, génial. Regardez, vraiment voilà. ici, ça me fait plaisir que quelqu'un me donne, parce que c'est vrai que là, j'ai pas réponse à tout. Je sais pas si vous allez voir correctement, mais quand vous aurez ce petit icône-là sur votre smartphone, si vous laissez appuyer dessus, on vous propose en fait avec le son ou sans le son, et ça va vous permettre de faire une capture d'écran et en même temps enregistrer vos explications. Alors moi aussi je dois l'avoir, mais je dois avouer que comme je l'utilise pas beaucoup, je l'ai déjà fait. Ah voilà, en fait moi je l'ai juste dans le panneau sur Android. Dans le panneau en fait on peut retrouver retrouver capture vidéo d'écran. Et si vous n'avez pas le petit symbole, en fait il faut aller sur le petit crayon et aller chercher l'icône pour le mettre facilement là. Voilà. Merci Pauline. Ça c'est sur Android. Donc, alors après, il y a pas mal de questions par rapport aux outils. Oui. Donc, ça, je pense qu'on verra au fur et à mesure les outils qu'on va présenter, notamment pour tout ce qui est montage vidéo. Donc, pour le montage vidéo, je vous demanderai à tous d'être plutôt patients. Je vous prévois des démos en live, donc no stress à ce niveau. J'avais aussi chez moi un petit trépied et tu parlais, et c'est pas très cher et ça peut vraiment augmenter la qualité de vos vidéos. Et là, c'est un petit truc pour simplement mettre votre smartphone dessus. Donc très simple et on peut le fixer partout. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez une action cam comme ceci, pour ne pas la citer GoPro, ça peut vraiment bien faire le travail également. Et là, vous avez généralement des petits supports qui permettent de la laisser fixe qui sont fournis avec. Donc vraiment, ceci, je ne l'ai pas cité, mais considérez-le comme support mobile qui peut être facile à utiliser aussi, mais le prix ira avec aussi. Bon, alors effectivement, si vous avez des vieux ordinateurs, faut pas hésiter à aller regarder, du coup, taper capture d'écran. Il y a quelqu'un qui avait notamment cité Camtasia et demandé d'ailleurs ton avis pour tout ce qui est capture d'écran. Camtasia, est-ce que tu as déjà utilisé Camtasia? Non, je n'ai jamais utilisé, mais c'est un outil que je prends plaisir à découvrir. Et c'est aussi qui est intéressant grâce à vous, c'est que grâce au chat qui est activé, vous allez vous fournir des outils. Et comme je l'ai précisé au début du webinaire, il y a une myriade d'outils pour le moment qui est diffusée sur le net. Ça mérite toujours des éclaircissements. Alors moi, je ne vous présente que ma représentation de mes utilisations, mais il est certain que si vous avez des outils dans lesquels vous vous sentez à l'aise, dans lesquels vous vous sentez bien et que vous maîtrisez déjà, il faut rester dedans si vous avez accès aux mêmes fonctionnalités. Voilà, donc je vois qu'il y a des questions par rapport aux outils que les gens utilisent. Donc effectivement, testez et prenez ce qui est le plus confortable. Tu avais aussi parlé de l'enregistrement sur les PowerPoint et c'est une question d'Alison. Est-ce que ça enregistre que les diapos qui défilent alors? Alors, ça enregistre ici le diaporama qui va passer, ouais, effectivement. Ok. Si je ne me trompe pas, ouais. Alors, je vous avoue ici que j'ai rarement utilisé en fait l'enregistrement d'un diapo pour la simple et bonne raison que j'ai d'autres applications, j'utilise mes programmes de montage, mais je pense ici que c'est uniquement le diaporama parce qu'il est bien précisé enregistrer le diaporama. Ouais. Ok. Et ce qui est peut-être utile, c'est qu'on peut enregistrer sa voix du coup avec les diapos. Alors, ça mérite ça aussi que je regarde. Pom, 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 je vais ici vite regarder. Je regarderai après, mais je pense si effectivement qu'il y a moyen d'y ajouter une voix. Et si même cela n'est pas possible, avec les petits programmes de montage que je vais pouvoir vous montrer, rajouter une voix off n'aura vraiment rien de compliqué. Oui, alors, on nous confirme effectivement quelqu'un voilà. qui a déjà utilisé. Oui, c'est uniquement les diaporamas sous format MP4 et avec le son. Ok, donc, voilà. Ça m'aurait étonné qu'il n'avait pas pensé à ça. C'est vraiment le son. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas. On reprendra d'autres questions par la suite. Donc, ne vous inquiétez pas. Mettez les questions dans l'onglet questions. On y répond aussi au fur et à mesure. Hello et Jonathan y répondent. Et alors, les questions plutôt spécifiques pour Laurent, pour aller plus loin, pour préciser quelque chose, là, on les prendra directement en live et on y reviendra par la suite. Donc, je te laisse continuer, Laurent. Ça va. Merci à toi, Pauline. Alors,
J'espère que pour le moment, tout ça ici vous plaît, hein. Bien préparer son tournage. On n'est pas encore dans les outils, mais vous allez voir ici qu'on va assez vite y arriver. Alors pour bien préparer son tournage, il va falloir qu'on fasse vraiment attention à plusieurs choses, même s'il y en a certains qui ne vont pas concerner notre webinaire là maintenant, parce que vous êtes vraiment dans une optique de vouloir faire ça pour vos élèves à distance. Mais quand on retrouvera nos élèves, il y a aussi des choses qui vont pouvoir vous être utiles. Alors d'abord, le droit à l'image. On ne peut pas ici filmer les élèves sans avoir leur droit à l'image. Moi, je leur fais compléter un petit talon que je reprends systématiquement pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Si jamais ils ne vous donnent pas leur droit à l'image, on peut toujours trouver des alternatives. Et dans l'outil KineMaster que je vais vous montrer après, il y a une fonctionnalité pour pouvoir flouter les visages, ce qui peut être utile si on n'a pas le droit à l'image, mais qu'on peut quand même ici faire participer l'élève. Alors, au-delà du droit à l'image, il faut bien que vous pensiez, si jamais vous faites avec vos élèves, qu'il faut identifier des rôles pour que tout le monde soit actif. Parce que pendant que l'élève ou les élèves sont devant la caméra, ben on a les 20 autres gugus qui sont là derrière et qui, s'ils n'ont rien à faire, vont commencer à être des élèves. Il ne faut pas leur en vouloir. Et donc, si vous ne pensez pas, par exemple, à une manière de les occuper tous, ça va poser problème. Donc, je vous ai cité quelques petits rôles que moi j'ai identifiés. Qui va filmer, qui va souffler le texte si la personne l'oublie, qui va photographier pour faire un petit article de résumé, alors qui va écrire l'article pour la page Facebook de l'école, qui va garder la porte. Alors ça, généralement, ils aiment bien parce qu'ils font les gros gardes de sécurité comme ça pour être sûr et certain que personne ne rentre. Parce que le son, alors ici, serait complètement cramé, on serait obligé de recommencer la prise. Qui va dire action. Alors ça, c'est génial. Ils adorent dire action, taper dans leur main le plus fort possible. Et en fait, qui va être le maître du temps? Et tous ces rôles vont vous permettre vraiment de prendre un minimum de temps et les occuper tous. Alors, deuxième élément super important, et ça j'insiste dessus sur chaque formation, c'est le storyboard. Vous ne devez pas construire une vidéo, même pour vous, si jamais vous n'avez pas ne serait-ce que pensé à un plan. Le plan va vous permettre de gagner du temps. Le plan va vous permettre d'être sûr et certain d'être le plus varié possible. Alors là, c'est un exemple. On va également vous fournir un lien de mon support de formation où vous pourrez le télécharger vierge. Mais dans ce storyboard, on peut y insérer des croquis, quelques annotations sur les dialogues, préciser quels sons est-ce qu'on va mettre. Et tous ces éléments-là, vraiment, vont être constitutifs de votre vidéo et vont vous permettre très certainement de gagner en temps et en qualité. Parce que n'oubliez pas, il faut le faire le plus rapidement possible, notre montage vidéo. Et sans ça, je vous prédis déjà que vous allez vous mettre devant votre caméra ou bien que vous allez enregistrer un truc et vous allez recommencer 100 fois. Parce que vous n'aurez pas su quoi dire, vous allez vous dire, bah non, ça ne tient pas la route. Tandis que si vous avez bien fait un schéma de ce qui va se passer, vous savez bien, plan 1, plan 2, plan 3, et je gagne du temps et je gagne aussi en clarté. Alors, prévoir un dossier où stocker ces fichiers, puis les nommer. Vous allez voir que quand vous allez faire du montage vidéo, et ça c'est un conseil en or, prévoyez vraiment un dossier où vous stockez tout. Des images, des photos, les vidéos, du son. Parce que si vous le dispersez sur votre PC ou que vous le cherchez sur le moment même, le temps que vous allez à chaque fois intégrer un fichier, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, vous avez perdu du temps. Tandis que si vous compilez tout dans un tiroir que vous allez réouvrir et que vous nommez déjà tout à l'avance, eh ben c'est déjà du temps en moins de perdu au moment de ce montage. Et ça, vous le verrez lors de ma démo que je vais faire par après. Alors, maintenant, on va se lancer dans une toute petite analyse, histoire d'aussi réveiller ce que j'ai dit au début du webinaire sur les différents objectifs d'une vidéo. Je vais vous proposer en fait le visionnage de la vidéo que mes élèves ont pu faire lors d'un projet sur fond vert. Alors, je vais vous demander juste de regarder vraiment ce qu'ils ont fait, et puis après, on lancera un petit sondage pour que vous puissiez identifier quel est l'objectif de cette vidéo que je fais réaliser à mes élèves. Ok, on peut se lancer. Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale sur le nucléaire. Pour cette émission, nous nous sommes penchés sur la question « Que se passerait-il en Belgique en cas d'incident nucléaire ?» Afin de répondre à cette question, nous avons fait appel aux chercheurs nucléaires Lucas Richard et Clarisse Contant. Souvenons-nous déjà des catastrophes nucléaires précédentes. Tchernobyl, la nuit du 26 avril 1986. Elle fut provoquée par des erreurs réalisées par les techniciens de la centrale qui, en voulant baisser la puissance d'un réacteur, ont produit l'effet inverse. Lorsqu'ils s'en sont rendus compte, il était déjà trop tard. La puissance du réacteur augmentait irréversiblement. Et à 1h23 du matin, le réacteur concerné explosa. En 2011, une autre catastrophe se déroula, c'est celle de Fukushima.
Après un séisme d'une magnitude jamais vue, un tsunami de 15 mètres de hauteur, la puissance du réacteur augmentait irréversiblement. Et à 1h23 du matin, le réacteur concerné explosa. En 2011, une autre catastrophe se déroula, c'est celle de Fukushima. Alors, j'ai activé le sondage, j'ai coupé la vidéo et donc vous pouvez répondre à quelles sont les finalités de cette vidéo dans l'onglet sondage. Je vous remets aussi du coup les différentes finalités. Alors, Laurent, pour l'instant, oh, ça bouge beaucoup, donc les gens sont en train de répondre. Ça bouge énormément. À Ouais. 45%, on va dire, ça continue à bouger. Ils nous disent que c'est un objet de compréhension. Alors, ouais, effectivement. Donc là, en fait, vous allez voir que je vais d'abord vous laisser répondre et regarder vos analyses. Mais effectivement, objet de compréhension, on peut aussi le mettre dedans, ouais, parce que c'était un des objectifs. Ouais. OK. Du coup, en deuxième... Bon, je laisse un peu de temps? Ouais, tu peux. Si jamais il y a des questions aussi qui sont revenues au vogue, je veux bien OK. répondre un peu. Donc on va prendre quelques questions. Il y a pas mal de questions sur les fonds verts. Est-ce que tu veux en Ah ouais. parler après? Ouais, donc là, en fait, quand je vais faire ma petite démonstration sur les trois programmes de montage, en fait, on va en parler parce que c'est quelque chose qui amène du fun, c'est quelque chose qui amène vraiment une plus-value parce qu'on décloisonne les murs de sa classe. Et vous allez voir que j'ai appris à le faire en autodidacte. Il n'y a rien d'impossible, c'est juste en fait superposer deux plans. Et quand je ferai la démonstration en live, vous allez voir que c'est très très simple à réaliser. Ouais. Donc ça, c'est Catherine qui nous avait posé cette question. Et je pense qu'il y avait aussi également une autre personne qui posait plus ou moins la même question par rapport aux fonds fictifs. Donc fonds fictifs, ce Mhm. sont des fonds verts, si je ne Ouais, me ouais, trompe. c'est ça. Donc c'est comme s'il est là maintenant sur la carte derrière moi. Ça fait un petit peu ici un truc de musique ici, comme si je faisais une chorégraphie. En fait, c'est comme si on remplaçait le fond qui est vert par une autre image pour pouvoir être incrusté dedans. Et on sait également le faire sur support mobile à l'aide de l'application KineMaster que je vais vous montrer, qui permet à la fois de faire montage et incrustation sur fond vert. iMovie le permet également sur support mobile. Donc ça aussi, je vous en parlerai après. Ouais. Je peux déjà aussi mettre des exemples de projets sur fond vert que tu as fait avec ta classe Ouais. de géographie. Tu m'avais Ouais. envoyé le lien, donc je le remets dans le chat également. Et il y avait aussi une question par rapport au storyboard. Et ça, Mhm. pareil, tu avais préparé ces questions et finalement préparé aussi un lien vers le storyboard et pour le droit à l'image, la petite autorisation également. Ouais, c'est ça, effectivement. Et ça, c'est vraiment super important parce que regardez, moi, j'avais en tout, je pense, 140 élèves dans mes classes l'année passée. Si les 140 élèves par groupe se ramènent devant la caméra, et ils savent pas quoi dire, ils savent pas quoi faire, et au moment du tournage, tout le monde se regarde en chien de faïence comme ça, c'est pas une semaine de tournage que ça me prend avec les élèves sur place, c'est beaucoup plus. Donc, il faut absolument aussi que le storyboard soit fait. Ça, c'est quelque chose d'indispensable avec vos élèves. Et pour vous, juste un plan, ça peut suivre, mais c'est quelque chose de très important. Ouais. Donc voilà, là j'ai envoyé ton souhait avec scénariser sa classe inversée. Ok. Et donc là-dedans, vous retrouverez, si je ne me trompe, bien le storyboard et les autorisations pour Ouais, le droit à l'image. c'est Donc ça, ça. c'était des questions. Il y avait aussi une question par rapport au matériel. Mhm. Alors je ne la retrouve plus exactement. Voilà, une question de Xavier. Mis à part le projet école numérique ou gagner au loto, y a-t-il un autre moyen pour une école d'obtenir du matériel numérique? Oui, alors moi je recommande deux choses. La première ici, c'est participer à l'appel à projet en fait du Conseil supérieur d'éducation aux médias qui a lieu chaque année et qui peut donner suite finalement à une justification d'achat de matériel. Et il faut juste bien faire en sorte que son projet soit en lien avec l'intitulé, le thème de l'appel à projet pour pouvoir justifier un achat de matériel. Deuxième moyen, je sais bien que Annoncer la couleur, par exemple, fait régulièrement des appels à projets sur des thèmes qui visent principalement la mondialisation, la citoyenneté mondiale ou
ou d'autres thèmes citoyens, ça peut être également l'occasion de justifier un achat de matériel pour travailler un de ces thèmes-là. Et enfin, autre recommandation que je peux vous donner, c'est aussi tanner les pouvoirs publics, son PE, sa direction, hein, ça, même si des fois c'est un petit peu compliqué, pour essayer de trouver des manières alternatives de pouvoir avoir accès à ces supports numériques. Ouais. Voilà, voilà. Et je pense que j'ai répondu à déjà pas mal de questions en envoyant les liens par rapport au storyboard. Pour le reste, je propose qu'on regarde un petit peu le Ouais. sondage. Donc 52% objet de compréhension, après 33% objet de mise en action, 31% à égalité analyse et création, Oui. ensuite 19 objets de mémorisation et 7% ont répondu positionnement. Ok. Alors en fait, je vous avoue aussi que le positionnement vient en dernier, hein, si jamais on devait établir la priorité en fait de cette création de capsule vidéo. Mais tous ces objectifs pourraient être l'objet de cette vidéo presque. Ça dépend de la manière ici qu'on a de le tourner, qu'on a de l'utiliser. Ceux qui l'ont fait l'année passée, clairement, c'était objet de compréhension, objet d'analyse et objet de création et mise en action. Ben maintenant, si j'utilise cette même capsule pour les élèves de cette année, ça va uniquement servir à de l'analyse, de la mémorisation, de la compréhension. Donc, ça veut dire qu'avec un seul et même support que vous allez avoir fait pour vos élèves, vous allez pouvoir en fait l'utiliser de différentes manières et ce sera un investissement en temps que vous allez pouvoir faire perdurer. Donc, c'était un peu une question piège, mais tout ça pour en arriver en fait à la conclusion. Un seul support peut avoir une multitude de finalités et tout dépendra en fait de l'intégration pédagogique que vous allez en faire. Et le canevas pédagogique a une très très grande importance. Il ne faut pas envisager la création d'une vidéo sans en fait vraiment un schéma d'apprentissage qui est vraiment bien réfléchi. Ouais, donc voilà. Donc c'était vraiment ici pour établir cette petite réaction-là. Alors, pour vous donner aussi un petit exemple, hein, ça, parce que là, ici, je vous montre mes projets, vous avez reçu les liens de mes projets, mais je vous conseille d'aller checker deux ressources qui sont pour moi ultra intéressantes. La première, c'est la chaîne Hello-Culture, qui se trouve sur YouTube, qui est fait également par un enseignant. Vraiment, ces vidéos cartonnent, il explique très simplement des petits thèmes assez rapidement pour poursuivre l'apprentissage de ses élèves à domicile. J'adore ces vidéos, c'est dommage qu'on ne puisse pas la voir avec nous, sinon il aurait vraiment pu vous expliquer pas mal de choses. Et la deuxième ressource que je vous conseille d'aller regarder à la fois sur Facebook et à la fois sur sa chaîne YouTube, c'est la classe de Geoffrey Jeunet. Alors lui, il met à la fois en place des vidéos de mise en action, de création, et il est assez branché sur les thèmes d'Harry Potter, sur les thèmes des super-héros, et il met vraiment ses élèves dans une situation où ils sont actifs, où ils sont créatifs, et où ils expliquent eux-mêmes des choses, mais où Geoffrey explique à la fois des choses pour ses élèves, et c'est vraiment des exemples très complets, et je suis sûr et certain que si vous leur envoyez un petit message par l'intermédiaire de leur réseau, ils vous répondront sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment deux exemples cadeaux qui vont vous faire plaisir à aller consulter, qui seront peut-être également utiles pour vous. Peut-être que quand vous allez aller regarder leur chaîne à un et à l'autre, vous allez comprendre que votre montage vidéo n'est peut-être pas indispensable et vous allez vous baser sur ce que eux ont fait pour faire apprendre à vos élèves. Ouais. Alors, pour la suite, là maintenant, à part ces exemples, donc un petit sondage que Pauline, à mon avis, va bientôt vous lancer. Donc, c'est quels sont les logiciels de montage que vous avez en fait déjà utilisés? Parce que là, on parle beaucoup mise en pratique, on parle beaucoup organisation, mais là maintenant, on va vraiment s'intéresser à quoi utiliser et comment l'utiliser. Ouais. Alors, on vous donne rendez-vous dans l'onglet sondage pour y répondre. Ça monte très très vite. Je vais peut-être regarder un peu les questions en attendant. Voilà, c'est une question un peu plus personnelle de Laura. Pour ton école, est-ce que tu as participé pour avoir le matériel à l'école numérique? Ouais, donc moi, pour mon école, en fait, j'ai rentré deux projets parce qu'on est une très grosse école. On a 1850 élèves, je pense. C'est vraiment une très, très grosse école. Et j'ai eu la possibilité de rentrer deux projets. Deux projets qui ont été acceptés. Et donc, moi, j'ai demandé à la fois des tablettes, j'ai demandé à la fois kit de montage, tournage. Et en fonction de ce que je veux faire, je me dirige soit vers un appareil photo caméra avec micro fixe, soit je me dirige vers des tablettes. Encore une fois, je me réfère à mes objectifs pour voir ce que je veux faire. Mais oui, j'ai participé à deux projets école numérique une même année. Ouais.
Après, on peut acquérir aussi du matériel pour pas trop cher, il me semble. Mhm. Et vraiment, l'objectif, c'est, même si vous n'avez pas accès au matériel école numérique, même si vous n'avez pas accès à de grands moyens dans votre école, vraiment, je vous donne un conseil, vous avez presque tous ça. Et on ne va pas se voiler la face. Certains ne l'ont pas, très bien. Il faut l'entendre, il ne faut pas mettre les gens dans une situation où on va les stigmatiser. Mais moi, généralement, ce que je dis quand je dois faire utiliser un support ou quoi, là maintenant, la question ne se pose plus. On a projet école numérique, mais avant, je disais, t'as pas de smartphone? Ah, c'est pas grave, très bien. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ça? Bah, tu sais quoi, toi qui en as un, tu vas l'aider, comme ça fait un petit peu de solidarité. Et ça ne le met pas du tout en fait en position où il s'en a, mais justement, ça exacerbe en fait la solidarité et la cohésion. Donc, vraiment, il y a des alternatives à tout. Ça va? Ok, alors pour revenir au sondage pour les logiciels vidéo, alors il y a des personnes qui nous ont mis d'autres logiciels comme Pinnacle Studio, ScreenFlow, Mhm. Magix, je pense que c'est lié aussi avec Vegas, Mhm. Théopad. Donc voilà, n'hésitez pas à tester tout ça. Laurent ne connaît pas tout. Et sinon, dans le sondage, pour l'instant, le logiciel qui a remporté le plus de suffrages est Windows Movie Maker. Windows Movie Maker, bah ouais, Et parce que ça, ouais. ensuite, et ensuite iMovie. iMovie. Vraiment, Windows Movie Maker, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps. Alors moi, je vous avoue qu'il commence un peu à vieillir, hein, je trouve. Ça veut dire que les fonctionnalités, si vous voulez faire quelque chose qui est dynamique, qui puisse tenir la route avec les élèves, moi, j'ai plus du tout tendance à l'utiliser, même si mon tout premier montage vidéo, je l'ai fait avec Windows Movie Maker. Mhm. Il y a maintenant de ça, je pense, 4 ans. Donc ça veut dire que du montage vidéo, si jamais vous posez la question, j'en fais depuis 4 ans, maintenant 3 ans. Et au tout départ, mes vidéos n'étaient pas ici telles que vous allez les voir. Elles étaient vraiment basiques, mais ça faisait le travail. Mais maintenant, je trouve qu'on a des outils beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides pour pouvoir le faire. Ouais. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite après. Ok, ok. Et alors, il y avait aussi une dernière question que je trouve assez intéressante d'Ariane qui disait quelle est la taille maximum pour envoyer une vidéo sans la compresser? Donc, je suppose que c'est via email qu'elle nous parle. Alors, ouais. Je pense que c'est aussi une chose que tu Mhm. parleras à la fin, comment Ouais. envoyer une vidéo facilement Mhm. Ouais. et la rendre accessible. Ouais, mais là maintenant, déjà, petit conseil, je sais bien que par mail, on peut utiliser MailDrop, mais moi, systématiquement, je le fais via WeTransfer. Jusqu'à WeTransfer, gratuitement, tu peux aller jusque 2 gigas. C'est très rare quand tu dépasses 2 gigas pour une capsule vidéo. Donc, très honnêtement, WeTransfer, premier conseil que je vous donne, ça, c'est la base pour envoyer les vidéos, je trouve. Ouais. Ouais. Transfert, on va vous mettre le lien. Je laisse Hello et Jonathan le faire. Il y a WeTransfer, il y a Suisse Transfer aussi pour des vidéos beaucoup plus. Il y a Gros Fichier aussi, qui est un site qui fonctionne assez bien. Donc là, encore une fois, on a plein d'outils. Voilà, moi, je vous en mets deux que j'utilise aussi assez souvent, WeTransfer et Gros Fichier. Voilà, voilà. Et je vois que Véronique a été très réactive en disant aussi Suisse Transfer pour les fichiers jusqu'à 50 gigas. Wow. Voilà, voilà. Donc, on clôture ce sondage et voilà. Alors, la suite, justement, les différents logiciels, Mhm. qu'en est-il? Alors, j'ai essayé de vous répartir les choses de manière assez claire, parce que pour moi, il fallait faire une distinction entre tous les supports et un petit peu compartimenter les choses euh, assez simplement. Alors, c'est pas exhaustif. On aurait pu en mettre plein d'autres. On aurait pu sélectionner des applications différentes. Je vous prends celles que j'ai déjà utilisées. Je vous prends celles ici que je sais juger. Mais il est évident que vous avez tous ici des expériences ou des logiciels que vous utilisez. J'aurais pu par exemple mettre Quick. J'aurais pu par exemple mettre, je l'ai entendu, un ScreenFlow, des autres trucs comme ça. Moi, j'ai pris cela. Alors d'abord, sur smartphone. Il faut savoir que sur smartphone, sur tablette, ça va être quasiment semblable. Parce que ce que vous avez sur smartphone, vous allez l'avoir sur votre tablette si vous êtes sur le même système. Celle que je vous ai mis là, à part iMovie, tous les autres en fait sont disponibles sur les deux, sauf erreur de ma part. Moi, je vais vous en recommander un si jamais vous fonctionnez sur support mobile, c'est KineMaster. Pourquoi? Parce qu'il est super stable, que l'on soit sur smartphone ou sur tablette, sur Android, sur Apple, et il vous permet de faire des montages en fond vert. Et vous pouvez à la fois faire du montage, avoir le fond vert. Ce qui ne nécessite pas ici d'utiliser deux applications différentes si vous voulez faire du montage en fond vert. Donc très honnêtement, ma préférence va sur le support mobile à KineMaster. Alors, vous avez également VLLO, qui est pas mal si vous voulez faire
des photos annotées avec des petites pastilles qui bougent, avec des petits gifs comme ça. Mes élèves, par exemple, de sciences sociales, vont utiliser pour faire des affiches animées pour valoriser un projet de récolte de chaussures qu'on avait dans notre école. Et c'est très simple, c'est très intuitif. Mais en même temps, on peut faire également du montage vidéo. Et donc, tout ça, pour moi, est un bon résumé de ce que vous avez à votre disposition. Alors après, quand on va sur ordinateur, les choses se compliquent un petit peu. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça va dépendre de la qualité en fait, de votre ordinateur, ça va dépendre de vos compétences. Et là, je vais essayer de répartir ça. Tout au-dessus, on a les programmes de montage qui sont ultra intuitifs. On a iMovie sur Apple. On aura Filmora sur Windows. Alors, il faut savoir que Filmora est payant. Il faudrait que je regarde le prix, je ne suis pas sûr, mais vous allez devoir payer en fait soit par mois, soit par an pour avoir accès à l'exportation de la vidéo sans bannière. iMovie, lui, est gratuit. Alors après, si vous vous sentez déjà vraiment à l'aise, et je suppose ici que ce n'est pas le cas de personnes vu le sondage qu'on a fait au début, il y a également les logiciels de montage pro qui vont vous permettre ici une personnalisation des fonctionnalités ultra poussées. Il y a DaVinci Resolve. DaVinci Resolve est gratuit. Il est en libre accès sur Internet. Il y a Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro, oui, vous allez le payer. Je peux vous le dire parce que je suis abonné en tant qu'enseignant ici pour toute la suite Adobe, le Creative Cloud, je crois que vous payez à moins de 30 € par mois, je pense moins de 20 €. Et puis enfin, si vous êtes sur Mac et que vous avez déjà utilisé iMovie et que vous avez envie de passer peut-être à vitesse supérieure et que vous aimez bien l'interface, on a Final Cut Pro qui est aussi performant et qui est sur le registre d'un programme pro, mais je le trouve ici peut-être en rien plus intuitif qu'Adobe Premiere Pro. Donc voilà, pour vous donner une petite idée de tout ça. Mais encore une fois, si vous êtes sur ordinateur ou si vous êtes sur tablette, faites d'abord avec ce dont vous vous sentez le plus à l'aise. Et si vous voulez vous sentir à l'aise, je vous conseille de prendre ce qui est le plus intuitif pour commencer et le plus rapide. Les programmes de montage pro, c'est quand vous êtes vraiment bien fait la main et que vous avez envie de passer à autre chose. Mais voilà mon principal conseil pour ces différents supports. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Ah ouais, si je dois vous donner une préférence, KineMaster pour smartphone et pour tablette. Ouais. Alors, pour KineMaster est alors, gratuit. KineMaster est gratuit. Alors, il faut savoir que KineMaster, VLLO, vous propose des abonnements payants pour avoir plus de fonctionnalités, plus de contenu, plus de transitions. Il ne faut pas le payer. Moi, je pars du principe qu'on doit essayer en fait, de fonctionner un maximum gratuitement, avec ce que chacun peut avoir sans payer de supplément. Et très honnêtement, il faut absolument ne pas faire payer. Parce qu'il faut qu'on mette les élèves dans une situation aussi de création. Et si on veut les mettre dans une situation de création, on ne peut pas leur demander de payer une application supplémentaire. Alors, ça ne change en rien le fait qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut dans la version de base, gratuite, sans devoir payer pour vraiment faire du truc de qualité. Donc, ne payez pas, fonctionnez juste avec ce qui est gratuit. Ok. Alors, pour la suite, on Ah, a la une petite petite démo. Ouais, alors, pour la petite Je démo, lance je vais la mettre démo? Alors, d'abord, je vais en fait faire une comparaison entre iMovie et Filmora, et puis après, on va faire KineMaster. Je vous explique pourquoi est-ce que je fais d'abord iMovie Filmora, parce que ça se trouve sur mon ordinateur. Je vais ouvrir les deux programmes de montage en même temps, et c'est vraiment pour vous montrer que, quel que soit le programme de montage, il faut d'abord essayer de repérer ce qui est commun à tous les programmes de montage, et quel que soit le programme de montage que vous allez utiliser, les fonctionnalités vont être les mêmes, sauf que ça va se trouver à des endroits différents et des boutons différents. Il ne faut pas avoir peur que votre ordinateur, votre tablette explose. Si jamais, si vous faites un truc qu'il ne faut pas, vous ferez un retour en arrière. Alors, je me mets en partage d'écran. Vas-y, vas-y. Et on me voit ici apparaître à l'infini. Alors, pour bien vous expliquer l'organisation, là maintenant, de mon écran. Donc ici, j'ai à la fois Filmora, qui est ouvert dans cette fenêtre, et j'ai également, juste ici, iMovie. Donc, je vais me balader en fait d'un programme à l'autre pour vous expliquer le fonctionnement d'un programme de montage et pour repérer ce qui est commun aux deux. Alors, il faut savoir ici que déjà, ce qui est commun qu'on peut repérer, c'est qu'on a la timeline. Alors, la timeline, dans un programme de montage, c'est ce qu'on va appeler la ligne du temps. Tous vos plans, vos vidéos, vos photos, elles vont être déposées dans cette partie-ci pour pouvoir effectuer votre montage. Si on regarde là déjà avec iMovie, la timeline, elle est bien là. Alors, vous avez à chaque fois aussi une barre verticale sur votre programme de montage, dans la timeline. Donc, la barre verticale, c'est l'endroit où vous êtes arrivé dans la vidéo. Je vais tout de suite vous le montrer en incluant un plan. Alors,
Je me suis fait, dans les bons conseils que je vous ai donnés, un petit dossier avec ce que je vais utiliser là maintenant. Donc, j'ai des images, j'ai des photos, j'ai un petit logo en PNG et j'ai une musique. Alors, pour pouvoir déposer dans les programmes, j'ai deux possibilités. Soit je clique sur importer un fichier et je le mets momentanément dans ce qu'on va appeler un chutier, mais en fait, c'est un endroit où je vais déposer mes fichiers de manière temporaire. Mais vous pouvez aussi le faire d'une manière, je vais vous montrer. Dans iMovie, on peut voir que j'ai aussi importé un média. Donc, vous avez vu, si je passe d'un programme à l'autre, j'ai importé média, j'ai importé média. Et pourtant, ce sont deux programmes différents. Alors, je vais, moi, être plus rapide. Si je clique sur plus, je peux ici mettre les fichiers qu'il y a de là dans mon programme de montage. Moi, j'ai envie d'être un petit peu plus rapide, donc je vais directement aller dans le fichier et je vais faire un glisser-déposer. Et en faisant un glisser-déposer, je peux directement venir coller mon image dans mon programme de montage ou ma vidéo. Je vais faire pareil dans les deux. Donc là, je l'ai mis dans Filmora. Je vais le mettre dans iMovie. Et dans iMovie, on peut voir ici que ça va se déposer. Hop, hop, je refais parce que je le dépose au mauvais endroit. Voilà. Donc, c'est bien déposé en fait dans l'un et dans l'autre. Alors, la durée et la grandeur en fait de ce plan, c'est le temps en fait que le plan va durer dans mon programme de montage. Mais je peux voir que je peux me balader dans cette durée. Alors, je vais directement mettre également une vidéo. Hop, je fais glisser, déposer pour être plus rapide. Alors, donc toujours faire correspondre aux médias. Voilà, je vais faire pareil dans iMovie. Comme ça, je vais avoir exactement la même chose. Donc, je prends, glisser, déposer, ça vient se mettre côte à côte. Alors, là, on peut voir que mes deux plans se sont mis côte à côte. Et si je fais passer la timeline, eh bien, je vais passer successivement d'un plan à l'autre. Sur iMovie, pareil, je passe d'un plan à l'autre. Hop, alors avec la petite main, c'est moins évident. Ah, avec la grosse main, pardon, c'est moins évident de choper le truc. Voilà, mais vraiment ici, je peux faire pareil. Ça va? Donc, un plan à l'autre. Donc, une fois que j'ai mes deux plans, je vais pouvoir ajouter ce qu'on appelle des transitions. Alors, une transition, c'est ce qui va me permettre de passer d'un plan à l'autre pour ne pas ici que ça fasse quelque chose d'assez sec, quelque chose d'assez direct. Donc, vous pouvez voir que tout au-dessus des deux programmes de montage, j'ai les options de modification. Alors, une transition va venir se mettre entre deux plans. Là, je prends la première, je ne me casse pas la tête. Je la prends, glisser, déposer, et on peut voir que j'ai un petit plus qui se met entre les deux plans. Je vais faire pareil juste ici. Vous pouvez voir que j'ai également l'onglet transition. Une transition vient se mettre entre deux plans. Je sélectionne cette transition-là. Pareil, je vais la mettre entre deux plans. Et là, on peut voir que dans un programme ou dans l'autre, si je clique sur play, il y a une transition qui s'est faite entre les deux plans. Donc, vous voyez, ça ne se passe plus ici de manière assez sec, de manière directe, mais entre les deux plans, j'ai quelque chose qui me permet d'avoir une transition originale. Alors, vous allez voir que les transitions, la timeline, revient dans chaque programme de montage. Alors, autre chose qui va également beaucoup vous servir quand vous allez faire du montage vidéo, ce sont les voix off. Alors, les voix off, on peut voir que dans Filmora, j'ai le petit symbole du micro. Regardons dans iMovie ce qui se passe si je veux mettre une voix off. J'ai aussi le petit symbole du micro. Donc, ça veut dire que si je clique sur ce petit micro dans l'un ou dans l'autre, je vais pouvoir venir mettre ma voix par-dessus le plan. Et là, par exemple, si je clique sur le petit bouton, je vais commencer à enregistrer ma voix. 1, 2, 3. Et bienvenue dans cette vidéo sur la scénarisation des classes inversées. Alors, le son se mettra systématiquement en dessous de mes vidéos. Pareil dans Filmora, si je fais enregistrer, je vais avoir le son qui va venir se déposer en dessous. Donc, je résume, timeline, l'instant T qui montre où je suis arrivé dans ma vidéo, les transitions d'une part et d'autre, et encore autre chose que j'ai envie de vous montrer, ce sont les découpes. Alors les découpes, imaginons en fait que ce plan-là soit un peu trop long, j'ai envie de bouger par exemple le moment où les filles rigolent, je vais avoir systématiquement la possibilité de couper mon plan. Là, ça se présente sous la forme d'un petit ciseau. Si j'appuie dessus, hop, on peut voir que le plan s'est séparé en deux. Si je veux supprimer cette partie-là, j'appuie sur Enter et il s'est effacé. De l'autre côté, je n'ai pas le petit ciseau,
mais elle se présente différemment pour bien vous montrer que les fonctionnalités sont les mêmes. Et là, je vais devoir faire un clic droit, scinder le plan. Et scinder le plan, ah ouais, là ici, j'ai fait une erreur, ici, j'ai laissé ma ligne du temps à un autre endroit. Voilà, j'étais arrivé bien ici. Il faut toujours, ça vous voyez, je viens de faire une erreur en live sans me rendre compte. Il faut toujours que votre action soit là où votre ligne instantée se trouve. Donc là, je veux vraiment couper à cet endroit-là. Je refais scinder le plan et je supprime cette dernière partie parce que les filles sont en train de rigoler. Voilà. Alors, ça, c'était l'action de découpe. Et elle se retrouve sur tous les programmes de montage. Alors, j'ai eu la question, comment faire un montage sur fond vert? Pour faire un montage sur fond vert, il faut d'abord que vous compreniez bien que vous devez commencer par un fond. Vous devez déposer un fond dans votre timeline, dans votre programme de montage. Et là, je vais intégrer un autre fond. J'en ai prévu un autre. J'ai prévu le storyboard, justement. Je dépose ce beau storyboard dans le programme de montage. Hop. Je vais faire pareil pour iMovie. Je vais venir le déposer dans le programme de montage. Et le but, en fait, d'une vidéo sur fond vert va être de venir insérer votre vidéo au-dessus de ce fond. Donc, je vais faire une superposition, comme si on mettait en fait un calque sur un tableau. Alors, je vais prendre une autre vidéo. Ça tombe bien, j'en ai une deuxième. Je viens la prendre, hop, et je vais m'arranger pour que cette vidéo arrive au-dessus. Voilà. Et là, on peut voir que j'ai ma vidéo qui se met bien au-dessus de la photo. Je vais faire pareil sur iMovie. Je prends vraiment ici la peine de le faire sur les deux pour vous montrer que c'est en tout point semblable, sauf qu'en fait, les éléments vont se trouver à des endroits qui sont différents. Alors, voilà, je vais bien superposer. Je m'arrange pour que mon fond dure la même durée ou au moins plus que ma vidéo. Alors, sur iMovie, c'est assez simple. Hein. Si vous voulez ici faire en sorte que le vert disparaisse, vous avez la petite superposition ici en haut à gauche. Vous devez dire que ce n'est pas un plan de coupe et que c'est écran vert, écran bleu. Tadam! Et là, on peut voir ici que mon élève se retrouve dans le storyboard. Elle regarde le storyboard. Ouais! Vous avez vu, j'ai superposé deux plans et j'ai été mettre dans les superpositions que c'est un écran vert, écran bleu. En Filmora, ce sera un peu différent. On n'a pas ici le petit symbole superposition directement, mais je dois faire un clic droit sur le plan qui se trouve au-dessus et j'ai une petite fonctionnalité écran vert. Et lorsque je vais cliquer dessus, je vais pouvoir dire est-ce que je incruste sur fond vert? Oui, non. Et après, il faudra que je continue à paramétrer quelques petites options qui vont me permettre de faire en sorte que mon fond vert va être parfaitement réglé pour que ce soit tip-top. Dès que je considère que c'est bon, voilà, j'ai ma vidéo sur fond vert, j'ai ma vidéo également sur fond vert en superposant deux plans. Un dernier truc que je vais dire ici, puis après je passe au reste, c'est on a des musiques. Les musiques, je vous conseille, et je vais y revenir ici d'à chaque fois en prévoir une. Ça ramènera ici du punch et de la dynamique à votre montage. Et là, pareil, comme je vous l'ai dit, le sonore vient en dessous du plan. Pareil, dans Filmora, le sonore va venir en dessous du plan, ce qui va me permettre vraiment d'avoir un montage qui est abouti et qui est agréable. Voilà, vraiment, tout ça pour vous montrer ici que les points communs dans la réalisation d'une vidéo sont bien présents et qu'il faut viser les fonctionnalités au lieu de se concentrer sur un outil. Les mêmes fonctionnalités reviennent tout le temps dans tous les programmes de montage. Voilà. Alors maintenant, regardons un petit peu ce que ça va donner sur une tablette, parce que là maintenant, je vous ai montré sur mon ordinateur. Mais pour bien vous prouver que ce que je dis, ce n'est pas de bêtises, on va regarder ce que ça donne sur KineMaster, l'application que je vous ai conseillée. Merci. Hein. Donc, on est sur KineMaster. J'ai cliqué sur KineMaster et vous pouvez bien voir qu'on a notre timeline avec notre instant T. Alors, pour importer les médias, ça va se trouver au-dessus à droite. Et je vais devoir cliquer en fait soit sur les vidéos, soit sur photos pour décider ce que je vais mettre sur ma timeline.
Alors, dès que j'ai sélectionné ma photo, ma vidéo, je clique dessus, j'appuie sur V. Et là, vous pouvez voir, même si je suis sur tablette, eh bien, mon plan va également se déposer dans ma timeline. Et je vais pouvoir faire exactement pareil pour à chaque fois mettre des choses à la fin de mon montage. Je superpose vidéo, photo, et vous pouvez voir ici que j'ai la même facilité de le faire. Alors, au milieu de ces plans, j'ai un petit plus, mes transitions. Donc, vous voyez bien que les transitions reviennent aussi à chaque fois et qu'il suffit de cliquer sur cette transition pour pouvoir dire de manière originale qu'est-ce qui se place d'un plan à l'autre pour pouvoir faire une belle transition. Alors, ne jamais oublier de bien remettre tout à la fin si jamais je veux encore rajouter des choses. Et pour faire ensuite la suite de mon montage, je continue simplement à mettre les plans les uns à côté des autres pour pouvoir avoir quelque chose qui est bien suivi. Alors, vous avez vu, j'ai fait descendre mon storyboard dans les programmes de montage sur Filmora et sur iMovie. Et bien là, je fais pareil. Je mets mon storyboard et je vais, comme je vous l'ai dit juste avant, venir déposer un calque. À cet endroit-ci, ici, le montage sur fond vert se fait dans les calques. Je vais insérer un autre média, sauf que cette fois-ci, il ne vient pas juste au-dessus, il va venir juste en dessous. Et je vais sélectionner ma vidéo sur fond vert pour la mettre en tant que calque. Je vais la redimensionner et l'option pour activer le fond vert dans KineMaster, c'est Chroma Key. Je vais cliquer sur Chroma Key, je l'active et là, le vert va disparaître pour faire apparaître mon élève juste derrière. Et là, pareil que sur Filmora, je dois régler quelques options pour pouvoir régler la qualité d'incrustation dans le fond vert. Et c'est comme ça qu'en toute simplicité, en sachant reconnaître les fonctionnalités et les endroits où elles se trouvent, je peux faire du montage vidéo de manière assez simple, que je me trouve sur ordinateur, sur smartphone ou sur tablette. Donc, j'espère que cette petite démo, en fait, vous aura été assez claire, hein, que vraiment, je vais pouvoir répondre après à vos questions, ne vous en faites pas, mais on vous trouverez plein de vidéos tutos sur comment lancer une vidéo et comment faire du montage vidéo, et mon support de formation résume bien tout ça. Voilà pour le petit parallèle avec KineMaster. Merci Pauline pour l'avoir diffusé. Alors, là maintenant, Oui, désolé, j'ai eu un petit souci technique. il n'y a pas de souci. C'est les aléas du direct, ce ne serait pas aussi marrant. Donc, ne t'en fais Exactement. pas. On a déjà fait une performance. Je ne sais pas si vous avez vu, on a voyagé entre 2 programmes de montage, plus encore Ouais. un autre truc. Donc, nos soucis, de toute manière, ça arrive. Il n'y a que ceux qui ne font rien, à qui il arrive jamais rien. Ça, c'est ma devise. Alors, améliorer. Voilà. Donc, on avait juste la dia précédente. Je vais revenir juste avant. Voilà. Ça, c'est un petit calque de résumé qui va vous permettre vraiment de résumer les différentes choses qui reviennent dans tous les programmes de montage, hein. On a la position de la vidéo, c'est l'instant T. On a également importé un fichier, ce sera le média. On a la transition qui va venir se mettre entre 2 plans, la superposition, le calque qui va vous permettre la plupart du temps de faire du fond vert. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que dans KineMaster, on a également l'application voix off. Alors, on a la prévisualisation, c'est ce que la vidéo donne avant d'être montée. Et enfin, on a le petit logo qui sera tout le temps le même dans tous les programmes de montage, exporté, qui va vous permettre d'enregistrer la vidéo. Et ça, on y revient tout à la fin. Alors, améliorer la qualité de ces vidéos. Alors, maintenant que vous êtes senti bien à l'aise avec le montage, vous aimez bien pouvoir enregistrer vos petites images, on va se demander avec des outils simples et en ligne comment faire pour pouvoir avoir des belles animations comme celles que je vous ai montrées tout au début du webinaire avec Pauline. Alors, on a différents outils qui nous permettent d'évoluer assez efficacement. Powtoon, qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent, qui ont déjà utilisé. On a Movely, on a Toonly. Alors, il faut savoir que ces logiciels en ligne proposent une formule qui est payante pour pouvoir uploader les vidéos, pour pouvoir les télécharger. Mais si vous êtes un rien bricoleur comme moi, vous retiendrez que les captures d'écran vidéo peuvent être utilisés sur Internet. Et donc, si vous avez envie ici d'avoir le contenu que vous faites dans ces sites et l'enregistrer, vous ferez une belle capture d'écran vidéo pour enregistrer la prévisualisation. Et c'est ce que je vais vous montrer après sur Powtoon, qui vous permettra de faire des belles animations sans vraiment de montage, pour avoir une belle intro qui claque. Et tout le monde pourra se dire « Oh ouais, t'as vu ça, le truc génial qu'il a fait dans du montage ». Et ça se fera très rapidement également.
Alors, ma préférence va vraiment à Powtoon, pour le fait qu'elle soit plus complète, pour le fait que ce soit intuitif et pour le fait que ce soit très original. Alors, le petit bémol que je mettrai en fait à ces deux premiers, c'est que c'est en anglais, mais vous allez voir que si vous avez un minimum de base, ça ne devrait pas du tout poser problème. Alors, petit démo de Powtoon pour encore se succéder dans l'utilisation des outils. Alors, ça bien, ici je vais le faire en live, je une nouvelle fenêtre. Donc, je vais sur le site powtoon.com. Alors, comme je vous l'ai dit, la première chose à faire, c'est vraiment de s'identifier. Donc là, moi j'ai déjà un compte, je vais pouvoir cliquer sur Login. Alors, hop, tout le monde a vu mon adresse mail, c'est pas grave, j'ai rien caché. Donc, je clique sur Login. Et j'arrive sur mon site Powtoon. Ouais. Est-ce que ça fonctionne bien? Ouais. Alors, à mon avis, oui. Oui, Donc, ça fonctionne. Alors, comme j'en étais ici dans mes explications, voilà, j'ai les différentes rubriques. Si je clique sur ces rubriques, ils me proposent déjà différents contenus un petit peu clés sur porte. Donc, si vous avez envie de gagner du temps dans la sélection de vos animations, vous pouvez un petit peu aller fouiller dans ce qui est proposé. Attention que quand il est mis Pro et Pro Plus, vous allez avoir un filigrane qui va s'afficher dans votre vidéo que vous allez prévisualiser. Ce ne sera pas toujours top. Ça va? Si vous avez envie d'en voir plus, vous pouvez aller dans 6 mots. Moi, je vais vraiment vouloir en créer un de base et je vais après ici cliquer sur Blank Powtoon. Alors, tous les Powtoon que vous allez faire, donc les petites vidéos animées, vont se mettre dans une liste sur votre écran principal. Alors, je vais aller dans Blank Powtoon pour vraiment ici me faire quelque chose de A à Z. Donc, vous avez vu, comme je vous ai pu vous le dire, la plateforme est en anglais. La première chose qu'il me propose, c'est choisir en fait dans une sous-catégorie le type de dia que je vais afficher. Alors, vous pouvez toujours choisir des dias d'une sous-catégorie différente en cours de route, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime assez bien celle Cartoon parce que c'est celle que j'ai utilisée pour le début. Et donc, je vais utiliser ici Cartoon. Je clique et là, on a une sorte de micro-programme de montage qui s'ouvre juste devant nous avec une timeline, avec les dias qui sont juste affichés sur le côté et avec des possibilités de choix de dias qui se trouvent juste là. Donc, la première chose à faire, c'est que je choisis une dia. Et je ne sais pas si vous reconnaissez, mais ça, c'est la toute première dia que j'ai utilisée pour la petite vidéo d'introduction. Je clique dessus et elle vient se déposer dans la liste que j'ai juste ici à gauche. Si je veux visionner ce qu'elle donne, je peux cliquer sur Play. Et là, mon instant T, qui était une barre verticale dans mes autres programmes de montage, est symbolisé par une flèche. Si je clique sur Play, j'ai vraiment la vidéo qui défile et je vois ce que la vidéo donnerait une fois l'exportation terminée. Alors, si je veux rajouter une dia, je rajoute sur le petit plus et je peux venir sélectionner d'autres dias à la suite l'une de l'autre. Et pour vous montrer que je ne suis pas obligé de rester toujours dans la même catégorie, je peux très bien, après, aller dans d'autres choses, par exemple spécifiques. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Elle vient se rajouter à la suite. Je peux toujours les modifier en cours de route. Et dans les endroits où vous avez la possibilité d'écrire, généralement, vous avez une sous-sélection qui se forme. Et si vous double-cliquez dessus, vous allez pouvoir fonctionner un petit peu comme dans un traitement de texte. Quel webinaire génial! Et là, on peut voir que c'est trop grand. Je peux soit le faire voyager, si j'arrive à cliquer dessus. Donc, je peux déplacer les objets. Voilà. Donc, ça sera un petit peu mieux mis. Si je reclique dans les choses que je suis en train de taper, je peux faire varier quelques petites options de mise en forme, comme par exemple la taille, par exemple l'alignement, et d'autres choses qui vont me permettre vraiment d'avoir un contenu qui est personnalisé. Et là, je vais mettre avec Laurent Di Pasquale. Voilà. Regardons un petit peu ce que ça donne quand ça se fait en live. Là, je peux reprendre tout depuis le début. En cliquant sur Play, j'ai mon animation qui se fait. Si je veux revoir tout depuis le début, je reprends la première dia, je reclique sur Play, et mon animation en fait se construit au fur et à mesure avec les dias qui vont se succéder. Si je veux l'enregistrer, je vais appuyer sur Save. Voilà. Donc là, la dia s'enregistre. Cool. Et là, vous avez un petit bouton Preview et Export. Je vais cliquer dessus. Et là, on peut voir qu'il me propose une prévisualisation, ce que donnerait ma vidéo si je l'exporte et si je l'enregistre. Seulement, quand je clique sur Export, comme j'ai un compte gratuit, il va directement me proposer, et vous allez le voir,
c'est le temps que ça charge, de me connecter, mais je peux voir ici que le téléchargement ne va pas être possible. Ça va en MP4 et il va juste me proposer de le mettre sur un réseau. Moi, je veux vraiment l'avoir sur mon ordinateur. Alors, si vous voulez la mettre directement sur YouTube ou etc., libre à vous. Vous pouvez avoir facile de l'exporter. Mais moi, je veux uniquement ça pour faire un montage vidéo, pour pouvoir l'intégrer à ce que je fais déjà. Et donc, je vais aller prendre ma capture d'écran. Je vais sélectionner, comme je vous l'ai dit, on aurait pu faire pareil, on aurait pu faire exactement la même chose sur Windows. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est bien de faire ça? Je me dis que s'ils n'ont pas prévu un filigrane en plein milieu pour dire qu'on ne pouvait pas le faire, c'est peut-être eux qui ont une lacune dans leur programme. Et là, simplement, je vais enregistrer ma sélection. Hop, je clique sur enregistrer. Je vais lancer le petit truc. Et là, toute cette partie que j'ai sélectionnée est en train de s'enregistrer. Et quand j'aurai fini de passer mes diapositives, sans avoir payé quoi que ce soit sur le site, hop, j'arrête d'enregistrer. Et je peux voir ici que ma petite vidéo s'est enregistrée et je vais pouvoir la réutiliser pour mon programme de montage. Voilà. Comment détourner simplement et ne pas payer pour avoir une animation géniale sur Powtoon. Alors, je vais ici peut-être me limiter à ces explications pour ne pas perdre trop de temps ici pour pouvoir envisager la suite. Mais sachez qu'on sélectionne une dia, on clique sur Play, on peut modifier les différents éléments qui s'y trouvent assez simplement et ça va vous permettre vraiment de gagner en qualité dans votre vidéo avec des belles animations et tout le monde ici se dira oh, « c'est Spielberg » alors qu'en fait, vous n'êtes pas Spielberg. Voilà. Ok, alors, on va peut-être en arriver ici sur les dernières dias. Je vais essayer d'un petit peu accélérer pour laisser encore du temps en question. Si jamais vous avez envie d'augmenter la qualité vraiment de votre vidéo, je vous conseille deux choses. Pour ajouter des musiques, il y a les vidéos libres de droit. Sur YouTube, vous allez trouver des musiques libres à utiliser. Si vous mettez des musiques que vous n'avez pas les droits, votre vidéo va être bloquée à l'export. Et enfin, la sonothèque qui va vous permettre d'activer plein d'effets sonores à télécharger, comme un bruit de sonnerie, un bruit de feu d'artifice que vous n'aurez pas sur vos programmes de montage et qui va donner du dynamisme à vos vidéos. Deux ressources que je vous recommande. Alors, ensuite, comment mettre sa vidéo en ligne? Parce que c'est bien beau de faire un contenu vidéo, mais il faut aussi que vos élèves, que les personnes puissent y avoir accès. Alors, pour le faire assez simplement, je vais vous résumer les choses comme ceci. Je me suis concentré sur YouTube parce que moi, j'utilise YouTube. Il y a d'autres plateformes, mais sur YouTube, vous avez, que vous soyez sur support mobile ou sur votre ordinateur, une petite caméra avec un plus. Ce petit plus va vous permettre de mettre une vidéo en ligne. Ça va. Et la vidéo que vous allez mettre en ligne, vous allez devoir veiller à plusieurs choses. Pour qu'elle soit le plus sécurisée possible, donc regardez, je vous remontre, il faudra cliquer sur la petite caméra avec le plus. Et quand vous allez cliquer sur la petite caméra avec le plus, vous allez télécharger votre vidéo. Mais ce qui sera super important de veiller, c'est dans la partie visibilité. Il va vous proposer cette fenêtre directement quand vous chargez la vidéo, c'est choisir la configuration de sécurité de votre vidéo. Si vous voulez la partager à tout le monde, c'est un résumé de projet, vous avez envie de faire voir à tout le monde ce que vous faites de super, laissez-la en public. On pourra la trouver comme notre chaîne EduLab TV par exemple. Si par contre vous voulez qu'elle soit uniquement accessible à vos élèves, que personne d'autre n'y ait accès, vous allez pouvoir cliquer sur non répertorié. En non répertorié, ceux qui auront le lien pourront la voir, ceux qui n'ont pas le lien ne pourront pas la trouver via la plateforme. Et enfin, privé, ce sera un petit peu ici comme un stockage cloud, où vous n'aurez pas besoin de garder pour autant les fichiers sur votre ordinateur. Ils seront déjà en ligne et vous pourrez les ressortir le moment voulu pour pouvoir les diffuser à vos élèves. Alors, il y a même une option que je n'ai pas mis, qui est également prévue, c'est programmer. Vous avez vos supports, vous les avez fait l'année précédente, vous les laissez en ligne et à une date prévue que vous avez vous-même décidé, elles vont elles-mêmes se mettre en ligne et accessibles comme vous l'aurez décidé. Voilà comment est-ce que vous pourrez mettre simplement en ligne vos contenus que vous aurez créés. Et je suis vraiment à votre disposition si jamais vous avez des questions à travers la page EduLab, à travers le site ou à travers la chaîne YouTube, que je vous conseille vraiment d'aller liker, vous abonner et la partager. Vraiment, on est là pour vous aider. Merci. Et merci aux personnes que je connaissais aussi de m'avoir suivi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Encore un grand merci. Et dernière info, on prépare aussi des cours en ligne, donc qui ne seront pas un format webinaire, mais qui sont vraiment un cours avec un réel suivi. Ça, on les ouvrira bientôt et ce sera encore un accompagnement différent, quoi. Et donc, voilà. Allez, portez-vous bien et au plaisir de vous revoir bientôt. Et merci de nous suivre et à bientôt tout le monde. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.